Jacques Aristide avec vous pour un nouveau numéro de Washington Forum que nous avons le grand plaisir de vous présenter en collaboration avec notre chaîne partenaire WALF TV à Dakar. Je serai donc accompagné tout au long de cette émission par mon confrère sénégalais Ousmane Sène. Ousmane, merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci Jacques Aristide et bonjour, c'est un plaisir partagé avec la VOA et l'ensemble de ses chaînes partenaires à travers le monde. L'accueil toujours avec ferveur et professionnalisme. Bonjour. Voilà, plein feu sur le retrait de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Beaucoup le soupçonnaient de vouloir briguer un troisième mandat, mais le président congolais s'est finalement plié à la Constitution et ne sera pas candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain. Est-ce la fin de la crise politique en RDC? Que signifie la décision de Kabila pour le pays et le reste du continent? Dans quelles conditions se déroulera l'échéance électorale, maintes fois reportée? Notre décryptage à venir. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum que nous enregistrons dans le studio de WALF TV ce mardi 14 août. Joseph Kabila aura maintenu le suspense jusqu'au bout et c'est au dernier jour de la date butoir du dépôt des candidatures à la présidentielle que le chef de l'État congolais a désigné un candidat de sa majorité. Il s'agit du ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari. Revenons donc sur le coup de théâtre du 8 août dernier dans ce reportage réalisé à Kinshasa. L'annonce du retrait du président Kabila de la présidence de la République après 17 ans de pouvoir et le choix de Shadari comme dauphin fait réagir les Congolais. À Kinshasa, les avis sont partagés et les attentes nombreuses. Quelles sont les chances du dauphin de Kabila de remporter les élections générales de décembre 2018? Quelles sont les attentes des Congolais? Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État pour le choix opéré à la personne de M. Shadari. C'est un choix qui est équidistant et aussi valable. Pour nous, la tâche reste ardue. Nous demandons à ce que le nouveau dauphin puisse être à la hauteur des ambitions et les choix qu'on a portés sur lui, surtout de voir les conditions de vie des Congolais. Shadari comme dauphin, avec toutes ces menaces et toutes ces sanctions qui pèsent sur sa tête. Et puis, il n'a pas une popularité, vous savez, disons, c'est un immoral. Parce qu'on a vu à Mbandaka ou ici, au sein du PPRD, Shadari instruire aux militaires du PPRD qu'il fallait répondre coup sur coup. Si on t'injurie, toi, tu dois riposter. Ça c'est l'immoralité. On ne peut pas avoir un président de la République immoral. C'est la disparition de la Kabylie. Donc, il n'y a pas de chance pour cet homme qui n'a pas pu répondre d'abord aux aspirations du peuple, parce que si Kabila n'a pas pu le faire, lui, en tant que membre de la majorité, qui était même l'épine dorsale du PPRD, ne peut rien faire pour les peuples congolais aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de chance à ce monsieur. Donnons la chance cette fois-ci à l'opposition politique congolaise pour gagner les élections en vue de répondre aux problèmes de la population congolaise. Les Congolais se réjouissent de la non-représentation de Kabila aux prochaines élections de décembre 2018, ce qui serait la première alternance politique dans le pays. Si dans les rues de Kinshasa, la population qui a beaucoup patienté pour connaître le nom du dauphin s'est dit surprise de la désignation de Shadari, au sein de la majorité, on pense déjà aux élections tout en minimisant les tenants de l'opposition qui peinent, soit dit en passant, à trouver un consensus sur une candidature unique. L'enfant, comme on peut dire, est né, le candidat est connu. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de gagner les élections et nous nous inscrivons maintenant dans un ordre de bataille pour gagner. Je ne vois pas une baleine à côté de nous. Monsieur Bemba, nous l'avions battu en 2006. Monsieur Félix Tshisekedi est encore jeune en matière d'expérience électorale. Nous avions battu son père, donc on ne voit pas de baleine devant nous. Joseph Kabila ne participera pas aux élections de décembre, mais son dauphin peine à rencontrer les profils voulus par les Congolais. Certains ne lui accordent pas beaucoup de chance car il serait comptable et héritier de la gestion du pays par Kabila. Pour beaucoup, il faut donner la chance cette fois-ci à l'opposition. Par ailleurs, l'international a les yeux fixés sur la RDC, d'aucuns réclament un processus libre et transparent pour que le scrutin soit apaisé et crédible. Voilà pour ce reportage réalisé à Kinshasa. Il est l'heure maintenant d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités.
En ligne de Kinshasa, le docteur Félix Kabange, il est le ministre de l'aménagement du territoire et membre du comité stratégique de la plateforme du Front commun pour le Congo, cette plateforme dont le président Kabila est l'autorité morale. Également de la RDC, mais à Goma, Juvin Kombi, l'un des militants du mouvement citoyen pro-démocratie, lutte pour le changement, la Lucha. Et puis sur ce plateau, M. Mathias Umpe du réseau Open Society Foundations, ce politologue béninois établi à Dakar, analyse la situation et l'évolution des pouvoirs publics et des oppositions africaines. Et l'analyste et chercheur Nicolas Winer-Etoyi, il projette de publier un ouvrage sur la RD Congo intitulé « Un pays, un destin ». Monsieur le ministre, je commence par vous. Pourquoi Joseph Kabila a-t-il finalement renoncé à la tentation du troisième mandat ? Je pense qu'il y a eu beaucoup de procès d'intention sur le président Joseph Kabila Kabange parce qu'il n'a jamais de faire un troisième mandat. Vous vous souviendrez qu'en 2007, après la prise de pouvoir, il avait accordé une interview à Jeune Afrique au mois de juin où il avait confirmé qu'il ne changera pas la constitution et qu'il la respecterait. Et à toutes les fois que Joseph Kabila Kabange a été face à la presse et face justement aux hommes politiques, il a toujours dit qu'il respecterait la Constitution. Il n'a fait que respecter sa parole et respecter la Constitution. Il n'y a eu ni pression ni quoi que ce soit. Il l'a fait en âme et conscience. Il a une passion exagérée pour le Congo qui ne peut pas accepter que le sang coule dans ce pays. Et c'est un acte à saluer par toute la classe politique. Mais attendez, il a attendu jusqu'à la dernière minute la fin du dépôt des candidatures. Et puis son mandat est arrivé à terme il y a 2 ans déjà. Je vais vous donner la date, le 20 décembre 2016. Donc, quelque part, cette décision, il ne l'a pas prise franchement de son propre chef. Justement, il aurait pu peut-être éviter la crise politique que ce pays a connue. Il y a eu lieu en 2016 parce que Joseph Kabila Kabange avait l'intention de briguer un troisième mandat. Mais il y avait plutôt des impératifs. Il n'y avait pas de fichier électoral. Et comment est-ce qu'on pouvait faire des élections avec un fichier électoral qui était corrompu, avec un fichier électoral qui ne pouvait pas justement permettre à ce qu'on convoque l'électorat pour ces élections. Donc il n'y a eu aucune pression, c'est suite justement au problème d'organisation parce qu'on tenait à avoir des élections libres, transparentes et bien organisées. Voilà pourquoi nous avons eu ce retard qui a pris 2 ans, mais vaut mieux avoir des élections mieux organisées que faire des élections dans la précipitation, surtout qu'en 2016, nous étions sur une difficulté matérielle à pouvoir organiser ces élections. Alors, je suis en train de vous poser plusieurs questions parce que vous n'allez pas être avec nous tout au long de cette émission. Alors maintenant, je vais vous poser une question concernant le fameux dauphin, Emmanuel Ramazani Shadari. Alors, qui est cet homme et pourquoi des commentateurs croient que le choix porté sur lui équivaudrait aux cas de figure déjà connus en Russie entre Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev, c'est-à-dire quelqu'un qui va être aux ordres de quelqu'un d'autre? Donc, on ne peut pas dire qu'il va être là pour répondre aux ordres de Kabila. Je pense que c'est méconnaître la personne de Ramazani Shadari. La première chose, c'est que lorsque le président de la République a mis sur pied le Front commun pour le Congo, ce front qui justement porte la candidature de M. Emmanuel Ramazani Shadari, le président de la République a mis sur pied 11 critères. Et c'est sur base de ces 11 critères que le président de la République a consulté la classe politique membre du Front commun pour le Congo, à savoir tous les regroupements politiques membres du FCC, puis que la plupart de composantes, et à l'issue justement de ces consultations, c'est le nom d'Emmanuel Ramazani Shadari qui est sorti. Qui est Emmanuel Ramazani Shadari? Il était le secrétaire permanent du parti le plus important de notre coalition, ça c'est la première chose, mais c'est quelqu'un qui a une expérience avérée en ce qui concerne justement la gestion de la chose publique. Il a commencé comme administrateur de territoire, il a fini par vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, en passant par le poste de la province. Donc Emmanuel Ramazani Shadari, que le président de la République a choisi, c'est quelqu'un qui a suivi tout le processus de la gestion de la chose publique. C'est un patriote convaincu. C'est un nationaliste, parce que vous savez, lorsque vous prenez le président Joseph Kabila Kabange, et Laurent Désiré Kabila, ils sont tous de la lignée de Lubumba. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt à se sacrifier
qui est pour la nation, il est disponible. Voilà les différentes qualités qui ont fait qu'on puisse choisir Ramazani Shadari comme candidat du Front commun pour le Congo. Pour ceux qui ont peur, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. C'est un Congolais aguerri et nous sommes sûrs qu'il va passer compte tenu de son expérience. Attendez, docteur Kabange, il faut également dire que M. Shadari est visé depuis 2017 par des sanctions de l'Union européenne pour violation des droits de l'homme. S'il est élu président, ce n'est pas quelque chose qui va l'aider vraiment, n'est-ce pas? J'aimerais et le rôle qu'il a joué justement quand il y avait cette crise il a été, politique, et il y a eu des morts, et il était ministre de l'Intérieur à l'époque. Vous savez très bien. Vrai, mais dans quel contexte est-ce que ces condamnations, ces sanctions ont été prises? Mais pour le rôle justement qu'il a peut-être joué en tant que ministre de l'Intérieur, quand il y avait tous ces problèmes, toutes ces manifestations, il y a eu des morts qu'on n'a pas pu expliquer jusqu'à maintenant. Non, j'aimerais quand même vous rappeler qu'il a été sanctionné dans toute juridiction, dans toute décision que nous devons prendre. Nous devons savoir que lorsqu'on prend des graves décisions, il faut écouter la personne. Il y a la présomption d'innocence. Jamais on a entendu les personnes qui ont été incriminées. Il y a eu des fausses accusations qui ont été portées sur pratiquement toutes les personnes qui ont été sanctionnées par l'Union européenne. Mais je pense que c'est l'occasion également de pouvoir éclairer l'opinion internationale et nationale sur le fait que ces sanctions sont des sanctions qui ne tenaient compte d'aucun fait réel sur terrain et que les personnes sanctionnées n'ont même pas été entendues. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, être candidat aux élections en République démocratique du Congo, c'est un problème de souveraineté. Donc, ça ne tient pas compte des décisions ou des appréhensions au niveau international. Ça, c'est important que nous puissions le dire. C'est un candidat des Congolais qui sera élu par les Congolais et nous espérons justement que la communauté internationale va comprendre et reconsidérer sa position parce que c'est Emmanuel Ramazani Shadari qui passera président de la RDC demain et nous ferons tout au niveau du Front commun pour le Congo pour qu'il puisse justement briguer la magistrature suprême et nous espérons que l'Union européenne va rentrer en arrière pour pouvoir collaborer avec lui par rapport justement à ces sanctions qui ont été prises dans un contexte différent et nous espérons que cela sera revu très rapidement. Écoutez, monsieur le ministre, je vous remercie. Dommage que vous ne pouvez pas rester avec nous pour interagir avec les autres invités. Merci. Merci beaucoup. Ça aurait été intéressant d'interagir avec tout le monde, mais le devoir m'oblige d'entrer dans une réunion. Merci. Merci. Voilà, Jacques Aristide, nous allons rester d'ailleurs en RDC Congo avec Juvin Kombi. Il est militant du mouvement donc, citoyen pro-démocratie, lutte pour le changement, la lucha. Monsieur Kombi, si vous êtes en ligne, la rue maintenez donc la pression, également l'église catholique, activistes politiques confondus. Juvin Kombi, cette renonciation de Joseph Kabila, est-elle une victoire pour vous, membres de la société civile congolaise? Je veux dire donc, est-ce que ce déclic, vous pouvez être crédité de ce déclic, c'est-à-dire l'opinion publique locale ou internationale? Bien sûr, je pense que la renonciation du président Kabila à pouvoir postuler est une victoire, mais bel et bien une victoire d'étape sur un long chemin vers l'alternance démocratique, individuellement, encore un chemin vers le démantèlement d'un système de prédation et de subjugation qui a continué, n'est-ce pas, dans un but et qui constitue une bataille ultime que nous, comme membres de la société civile et particulièrement militants de la lutte, continuons à nous battre pour autant. Nicolas Winner-Etoyi, vous avez entendu le ministre tout à l'heure qui parlait de cette décision de Joseph Kabila. Il y a d'autres qui disent que le président Kabila a fait preuve d'un courage politique exceptionnel, qui le fait entrer par la grande porte dans le panthéon de l'histoire politique de la RDC. Partagez-vous cet avis ? Il est d'abord difficile de parler, de rentrer dans l'histoire de la RDC, d'autant plus que c'est un gouvernement qui n'a donné confiance à personne. On l'a très bien vu depuis qu'il est arrivé au pouvoir, toutes les tracasseries que le président Kabila a pu donner. Le monde l'a remarqué d'ailleurs à la dernière minute pour pouvoir déclarer. Je pense que cet avis n'est pas très partagé aussi bien en tant qu'analyste qui est par beaucoup d'autres Congolais. C'est ce qu'on appelle entre autres la poudre aux yeux. Aujourd'hui, on est en train de parler du dauphin, on est en train de parler du fait que le président Kabila ne se représentera plus aux élections de 23 décembre.
La question est de savoir est-ce que l'opposition n'encourage pas ou n'accompagne pas le président de la République à se présenter à être au troisième mandat, parce que tous les éléments réunis pour organiser les élections ne sont pas réellement à table. Donc ça, c'est un problème. Il faudra pouvoir le souligner. Ensuite, il y a un élément extrêmement important de pouvoir le remarquer, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'histoire, si réellement il voulait rentrer dans l'histoire, il y a longtemps qu'il allait déclarer depuis que je n'ai pas me présenter pour permettre effectivement à la classe politique congolaise d'être beaucoup plus apaisée et d'organiser les élections librement de façon démocratique. Nous passons maintenant à une question de l'une de nos chaînes partenaires en RDC. Bonjour, je suis Serge Farini des Michapi Voice TV à partir des Goma. La République démocratique du Congo étant considérée comme la locomotive de l'Afrique, ou mieux de l'Afrique centrale, quelles leçons devraient tirer les leaders de pays des Grands Lacs, notamment le Rwandais Kagame, les Burundais Nkurunziza et l'Ougandais Yoweri Museveni quant à la rénonciation à un troisième mandat par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila? Merci Serge Farini de Michapi Voice TV, notre partenaire à Goma. Mathias Ompé, que pouvez-vous répondre à Serge? Non, je peux dire que lorsque vous considérez la RDC en Afrique centrale, il n'y a pas de doute que c'est l'un des grands pays. C'est un peu comme le Nigeria en Afrique de l'Ouest. Et donc, lorsque la situation se déroule de façon convenable en RDC, il n'y a pas de doute que ça peut avoir un impact sur les pays de la région. Mais pour cela, disons que la décision de Kabila de ne pas se présenter n'est qu'un pas sur le chemin, n'est-ce pas, de la normalisation de la situation et de la réalisation de l'alternance. C'est seulement quand on aurait fini de réaliser l'alternance de façon pacifique qu'on peut considérer qu'il y aurait donc un exemple congolais qui pourrait servir, n'est-ce pas, de modèle pour les autres pays de la région. N'allez nulle part ailleurs, Washington Forum revient après cette courte pause. Anastasie Tudiach, John Linden. Tous les jours, nous vous donnons rendez-vous dans Le Monde aujourd'hui, le journal de VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, c'est l'information sur toute l'Afrique. Et le reste du monde et la primeur sur l'actualité américaine. Le Monde aujourd'hui, c'est aussi du sport, de l'économie et de la culture. Des nouvelles technologies et des personnalités inspirantes de la diaspora. L'actualité, c'est essentiel. Retrouvez-nous tous les jours, du lundi au vendredi, dans Le Monde aujourd'hui, sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum que nous présentons en collaboration avec notre partenaire WAF TV à Dakar. À mes côtés, mon confrère Ousmane Sen. Jacques Aristide, et bonjour également. Et vous revenez donc à ce plateau au moment où on doit voir du côté de Facebook. Nous braquons les projecteurs évidemment sur la décision du président congolais de ne pas briguer un troisième mandat, Joseph Kabila, qui va passer la main après 17 ans au pouvoir. D'emblée, 4 commentaires Facebook. Antoine Lumbala, il est à Lumumbashi en République démocratique du Congo. Cette décision est une grande victoire du peuple congolais et de sa démocratie. Beaucoup de nos compatriotes sont morts parce qu'ils réclamaient le respect de la Constitution. Elle doit servir de leçon à d'autres dirigeants africains qui tentent de modifier leur Constitution afin de s'éterniser au pouvoir. Gérard Dossou, Cotonou, Bénin, l'Afrique ne respecte pas ses lois, de dirigeants aux simples citoyens, tout le monde jungle. Au peuple congolais de bien faire son choix de dirigeant. Le peuple veut la paix, la sécurité et le pain. Vive l'Afrique. Djibril Diallo à Conakry en Guinée. La seule chose est de savoir s'il va respecter la décision parce que tout peut arriver vu la situation actuelle dans le pays. Et Jean-Luc Kong de Kinshasa, ce n'est une leçon pour aucun État d'Afrique. Au Rwanda, Burundi et Congo d'en face, la pression populaire était minime. Qui sait si cette décision nous mènera vers la formule Medvedev-Poutine? Une question que nous avons posée au ministre Kabangé tout à l'heure. Et nous retrouvons nos invités sur le plateau. Et tout de suite, nous sommes avec M. Mathias Ompé. Il est du réseau Open Society Foundations. Ce politologue béninois établi à Dakar analyse la situation de l'évolution des pouvoirs publics et des oppositions africaines. Également dans la capitale sénégalaise, l'analyste et chercheur congolais Nicolas Winer Etoyi.
Et la question qu'on pose tout de suite à Mathias Umpé, c'est la République démocratique du Congo, un vaste pays avec ses 80 millions d'habitants et ses 9 frontières et ses ressources minérales très convoitées et également ses multiples zones de conflit. Mathias Umpé, quels sont, à votre avis, les enjeux de la présidentielle de décembre pour le pays, mais également pour le reste du continent? Je pense que pour le pays, déjà, si tout se passait très bien, ce serait déjà la réussite de l'alternance et donc la poursuite de l'expérience de démocratisation. Mais pour en arriver là, il y a beaucoup d'obstacles à franchir parce que, comme vous le savez, l'une des raisons évoquées par le président pour ne pas partir depuis décembre 2016, c'est le fait qu'on n'était pas prêt pour organiser les élections. C'est très difficile de dire aujourd'hui si on est prêt pour organiser les élections. Lorsque vous regardez le pays, comme vous le dites, avec ces 9 pays frontaliers, vous avez comme des logiques différentes de certains des pays frontaliers qui contribuent, n'est-ce pas, je vais mettre un griffe à l'insécurité au sein du pays. Vous avez des puissances extérieures dont les intérêts sont au Congo, Congo-Kinshasa, qui interviennent aussi dans la situation. Et donc, je pense que d'ici aux élections et à l'alternance, il y a beaucoup d'écueils encore sur le chemin. Mais si jamais cela se passait très bien, je crois que pour la RDC et pour la région, ce serait une bonne chose qu'une puissance régionale comme la RDC se normalise et que la démocratie ait des chances plus élevées de se consolider. Non seulement pour la sous-région, mais également pour les autres pays en Afrique, parce que comme vous le savez, ils sont encore un peu nombreux à vouloir s'éterniser au pouvoir. Et donc cette expérience aurait été alors un modèle, n'est-ce pas, de décision par un chef d'État de renoncer à s'accrocher au pouvoir, dont beaucoup pourraient tirer leçon. Vous parliez d'écueils, justement, il y a pas mal de polémiques qui continuent de plus belle sur ce scrutin à venir. Il y a la controverse autour de la machine à voter et le fichier électoral. On est loin des turbulences, Nicolas Mineur-Etoli. Bien sûr, écoutez, moi je pense que compte tenu de la situation actuelle, je tiens à rappeler qu'il reste 4 mois pour qu'on arrive au 23 décembre. Peut-on organiser des élections apaisées, libres et démocratiques en 4 mois? Non. Aujourd'hui, toute l'opposition réunie en réflexion pour sortir un seul candidat refuse cette machine à voter. Déjà, il faut quasiment 90 000 bureaux de vote en République démocratique du Congo. Les machines ne font que venir. L'opposition refuse d'utiliser cette machine-là et la majorité déclare qu'il faudra organiser les élections avec l'argent du gouvernement. Avec quel argent peut-on organiser les élections libres en République démocratique du Congo avec ces machines qui toute l'opposition refuse? Nous sommes en train de partir sur un schéma où il n'y aura pas des élections. Il faut que les gens le comprennent, il faut que les gens puissent avoir le courage de le dire. Il n'y aura pas des élections, on est sur 4 mois. Dans les 4 mois qui viennent, je ne pense pas, avec ces machines que l'opposition refuse, avec le manque de suffisamment d'argent pour organiser les élections, on n'en aura pas. Quel est le schéma? Et ça, je pense que la majorité, ou peut-être même l'opposition, savent exactement ce qui va se passer. C'est là où on est en train de réfléchir en se disant, est-ce que l'opposition aujourd'hui, en respectant les consignes d'aller déposer la candidature, n'accompagne pas le 3e mandat du président Kabila? C'est ça qu'il faut réfléchir. Évidemment, je partage moi le point de vue de mon confrère ici, M. Mathias, concernant l'espoir qu'on peut imaginer d'avoir la République démocratique du Congo comme une puissance régionale, mais en même temps, pousser les autres pays à appliquer réellement la démocratie que tout le monde recherche. Mais aujourd'hui, il faut le dire clairement que la République démocratique du Congo ne respecte pas toute cette configuration, cet espoir-là que tout le monde recherche pour qu'on y arrive réellement à avoir une Afrique centrale organisée, structurée, démocratique, où on n'aura pas des présidents qui cherchent toujours à rester au pouvoir pour toute leur vie. Mais pour revenir sur les propos du ministre tout à l'heure, il a affirmé que certainement cette élection aura bien lieu et elle sera financée par le gouvernement congolais. C'est juste pour un peu d'équilibre. Je sais que ce n'est pas votre avis, vous ne partagez pas cet avis, mais il nous faut quand même un peu d'objectivité, d'équilibre. Mais alors, la question quand même qui se pose, et M. Umpé en parlait tout à l'heure, c'est quand même pour la première fois depuis l'indépendance de ce pays qu'il se peut qu'il y ait justement une transition pacifique, pour ne pas dire une alternance. N'est-ce pas? Écoutez, oui, c'est ce que tout le monde espère, tout le monde veut cette alternance-là, mais dans quelles conditions? On n'a pas les conditions qui sont réunies pour qu'on y arrive à l'alternance.
Moi, je suis en train de poser le débat en disant, écoutez, on ne peut pas faire des élections en 4 mois avec 90 000 bureaux de vote dans toute la République, avec des machines où vous avez des gens qui ne peuvent même pas l'utiliser. Aujourd'hui, vous allez avoir un bureau, par exemple, de 600 Mais attendez, concernant les machines, est-ce qu'il n'y a pas un peu de démagogie quand même de la part de l'opposition? Aucun membre de l'opposition n'a encore vu cette machine à voter. Mais je tiens à rappeler ici que lorsque... Qu'ils appellent la machine à voler. Bon, déjà, c'est pas encore là, c'est pas encore arrivé même en RDC. Mais Jacques, attendez, je tiens à rappeler que lorsque le président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba, est arrivé à Kinshasa, il a rencontré le président de la CENI, M. Nanga. Il a démontré que ce n'est pas possible de faire cette élection en une journée. Déjà, en prenant l'exemple des 600 électeurs par bureau, avec quasiment, vous avez en moyenne 3 minutes pour pouvoir utiliser cette machine-là et encore de savoir utiliser cette machine-là. Il y a des femmes qui ne savent pas utiliser cette tactique-là. Vous avez 600 votants pour 11 heures de temps, vous allez vous retrouver avec 220 votants. Mais où sont partis les autres? Vous voyez déjà qu'il y a un problème, il y a une anomalie là. Ou on repousse l'élection pour 3 jours, enfin en guillemets, s'il y en aura, on repousse pour 3 jours, ou on revoit une autre formule, parce que nous sommes en train de partir sur un mur. Parce que je voulais tout de suite parler aussi à Nicolas Winer-Yetoyi, parce qu'il y a 25 hommes et une femme qui sont présentés à la présidentielle, en tant qui ont déposé leur candidature, 29 ans, dont Félix Tshisekedi, le fils d'Etienne Tshisekedi, le célèbre l'opposant historique décédé en février 2017. On a vu l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, ou encore le chef de guerre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'ancien chef de guerre Jean-Pierre Bemba, acquitté par la CRI. Mais sur ce plan, quelle lecture peut-on faire aujourd'hui de ces candidatures? Parce qu'en fait, en cas d'un scrutin à un tour, il y a vraiment possibilité d'avoir une candidature unique pour l'opposition, vu la situation actuelle en RDC. Écoutez, je tiens à préciser ici... Et surtout des ambitions personnelles. C'est tout. Oui, c'est vrai que... De nombreux de ces candidats. Mais laissez-moi quand même préciser une chose, parce que le sénateur Jean-Pierre Bemba, depuis la Haye, avait demandé aux opposants congolais de se mettre ensemble. Et lorsqu'il est revenu au niveau de Kinshasa, c'est ce qu'il a continué de faire, de se mettre ensemble pour avoir un seul candidat. Si jamais nous partons sur une formule de un tour, d'avoir un seul candidat. Et je rappelle que hier, ces opposants-là, en tout cas les tenants de l'opposition, se sont réunis et continuent à se concerter pour pouvoir proposer un seul candidat. Et à partir de ces moments-là, on saura, je pense que le jour à venir nous le dira. Et l'espoir est vraiment permis avec toutes ces ambitions personnelles que soulignait tout à l'heure Jacques Aristide? Écoutez, l'espoir est permis, oui. On n'a pas autre choix que d'avoir l'espoir que ce pays n'explose pas ou qu'on ne pousse pas à la balkanisation, parce que je tiens à rappeler qu'il y a 52 armées qui se trouvent au Congo. En plus de ça, il y a 22 000 hommes des Nations Unies qui, pendant presque 17 ans, n'ont pas trouvé de solution. Nous avons à l'est de la République démocratique du Congo quasiment 80 groupes armés. C'est systématiquement compliqué de pouvoir organiser des élections lorsque vous avez des troubles à gauche et à droite. Et avec une machine à voter que personne ne veut de cette machine-là, personne ne l'a jamais utilisée, même les Nations Unies n'en veulent pas, les États-Unis ont déclaré qu'ils n'en voulaient pas de cette machine-là, ça va créer des conflits. Pourquoi ne pas aller par exemple sur des bulletins de vote et faire des élections pendant 2-3 jours? Faciliter cette alternance-là à travers des solutions qui sont beaucoup plus simples que d'utiliser ces machines-là que personne n'en veut. Et nous sommes sur 4 mois et là c'est un problème. Où trouvons-nous l'argent effectivement pour organiser les élections? Aujourd'hui, la majorité dit qu'il n'y a pas de l'argent. On va le trouver où? Peut-on organiser ces élections sans l'appui de la MONUSCO? Ça, c'est la question qui blesse. Messieurs, merci. Voilà, point final à ce Washington Forum, co-présenté ici à Dakar, chez notre partenaire Walf TV. Merci à tous nos invités. Un grand merci à Walf TV, à mon confrère Ousmane Sen, au réalisateur Daour Diène et son équipe. Merci vraiment pour cet accueil aussi chaleureux et de participer au projet de VOA Afrique, de collaborer davantage avec ses partenaires sur le continent. Nous vous sommes vraiment très reconnaissants. Et c'est un plaisir renouvelé de partager ce plateau avec vous, mais avec également VOA et les chaînes partenaires. En tout cas, VOA qui nous a ouvert donc les portes et les fenêtres dans le monde entier aujourd'hui. Nous remercions également VOA, toutes les équipes techniques et rédactionnelles de La Voix de l'Amérique. Merci également à mes collègues de Washington et bien évidemment merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis une fois encore chez vous cette semaine. C'était Jacques Aristide à Dakar. Je vous dis à très bientôt à Washington. Take care.